Bonjour et bienvenue à Focus économique. Le 5 octobre dernier, avant la trêve parlementaire, le ministre des Finances, Carlos Letta, a déposé un important projet de loi encadrant le système financier. Évidemment, c'est un projet de loi omnibus, ça veut dire dans le jargon parlementaire, un fourre-tout qui vient modifier plusieurs lois. Or, dans ce cas-ci, il s'agit d'un monstre législatif, de 488 pages, 741 articles, qui vient modifier plus de 60 lois. Très difficile pour le consommateur de s'y retrouver. Pour démystifier les incidences et les implications d'un tel projet de loi, je reçois David Blondeau de Gestion financière Blondeau, un cabinet spécialisé en placement et en assurance de personnes de la région de Québec. Bonjour David. Bonjour Michel, ça va bien? Très bien. Bien, merci de me donner ce grand défi. Ce n'était pas la lecture que je croyais faire pendant l'Action de grâce, mais on y est arrivé. C'est la récolte. C'est pas une surprise pour vous, un projet de loi comme celui-là, hein? Non, on s'y attendait? Pas du tout. Même dès l'élection de Carlos Letta, il s'était annoncé qu'il voulait faire des modifications. Tous les intervenants de l'industrie l'attendaient. Ce qui est la surprise, par contre, c'était le contenu. Alors, je suis persuadé qu'en fin de semaine, je n'étais pas le seul à le lire et les droits croisés, en espérant que ce qu'on espère de l'industrie et les avantages qu'on pourrait y avoir soient à l'intérieur. Le projet de loi concerne quel secteur du domaine financier? Est-ce que c'est tout le secteur financier qui est touché ou c'est certains domaines? Oui, très bonne question. C'est assez flou. Quand on parle d'assurance services financiers, pour commencer, je vais le positionner au Canada. Vous savez que la bourse de Toronto, si on regarde l'indice composé du TSX, c'est 20 de l'indice. Alors, lorsque vous regardez aux nouvelles, si la bourse monte ou descend à Toronto, 20 de celle-ci peut être attributaire aux services financiers. Alors, c'est majeur. Au niveau du Québec, on dénombre environ 350 000 emplois qui, de près ou de loin, dépendent des services financiers. Pour donner quelques chiffres, le Global Financial Center Index, on nommé en 2017 la ville de Montréal comme étant la 14e en importance au niveau des joueurs financiers au monde. Au monde. Alors, c'est énorme. L'Agence de développement économique Québec international, pour ce qui est de la région métropolitaine de Québec, nous parle d'une industrie qui rapporte 750 millions de dollars en produits et services annuels. Alors, c'est immense et ce n'est pas une mince tâche, c'est très costaud pour le ministre des Finances d'arriver à jouer dans cette vache à lait-là, finalement, pour l'économie. D'un côté, ils doivent garantir et sécuriser 8,3 millions de Québécois, parce que même dès notre naissance jusqu'à notre décès, il y a minimalement une police d'assurance habitation qui va protéger le toit que vous avez sur la tête. Mais d'un autre côté, on ne veut pas paralyser une industrie qui est aussi forte et qui est très renommée au niveau mondial. Si on se souvient de la récession 2008-2009, beaucoup de banques à travers le monde ont écopé, mais nous, on a été même nommés comme étant un exemple mondial. On a un secteur financier qui est quand même relativement solide au Canada. Oui, absolument. Et là, évidemment, ce projet de loi-là vient, dans le fond, préciser un certain nombre de choses. Oui, mais ce qui est difficile là-dedans, puis il ne faut pas que le consommateur s'attende à bien comprendre et qu'en allant déposer de l'argent dans mon institution bancaire, il n'y aura pas de changement demain matin. Il n'y aura pas de changement parce que 95% de ce projet de loi-là, c'est en arrière-scène. Alors, c'est de préparer le terrain de jeu, si on peut dire, l'échiquier des intervenants de l'industrie. Alors, comment est-ce qu'on doit avancer et évoluer? Des choses très, très simples. Lorsque vous rencontrez un conseiller qui vous présente sa carte, de la façon qu'il se nomme, avec qui il fait affaire, son offre de service, tout est dicté par les lois. Alors, ce qu'on peut marquer sur notre carte d'affaires, et c'est ça que le projet de loi vient changer et faire évoluer. J'imagine que cette loi-là était attendue, vous me l'avez confirmé. Quelles étaient les attentes dans l'industrie? Oui, dans l'industrie. De mon côté, c'est certain que j'opère un cabinet de services financiers qui est indépendant. Alors, aucune banque, aucun assureur n'a d'action dans mon cabinet. On est autofinancé et nous sélectionnons les produits. Alors, nous sommes indépendants dans l'industrie. On sélectionne vraiment les produits selon leur qualité et les services qu'on peut avoir. Au niveau de ce que moi je m'attendais, ce que j'espérais, premièrement, c'est au niveau d'une uniformisation des titres professionnels à utiliser dans l'industrie. Trop souvent, on se rend compte que vous allez dans une institution bancaire ou même dans d'autres cabinets, vous rencontrez un banquier privé. C'est quoi un banquier privé? Ça fait quoi? C'est difficile pour le consommateur d'être capable de juger, est-ce que je suis assis devant la meilleure personne? Les titres sont rendus avec beaucoup d'envergure. Planificateur financier, conseiller financier. Oui, mais ça, en fait, est très, très bon point. J'aime que tu puisses me dire conseiller financier parce que c'est un terme qui est illégal au Québec. Alors, c'est le terme qui est sur tous les lèvres.
Et je vous le dis, je l'ai déjà rencontré dans des communiqués de l'Autorité des marchés financiers et de la Chambre de la sécurité financière. C'était marqué conseiller financier. Alors, c'est un terme qui, si je le mets sur ma carte d'affaires, je suis contrevenant à la loi. OK. Mais c'est le terme que tout le monde utilise. Pourquoi ne pas le laisser aller et de dire, parfait, le consommateur le comprend bien lorsqu'on dit un conseiller financier. Alors, ces termes-là, avec une loi qui nous permettrait, ou peut-être ce sera un règlement aussi, parce qu'on est on est difficile envers ce projet de loi-là. On espère que tout soit réglé, mais finalement, c'est le premier balbutiement d'un travail. C'est le squelette, dans le fond, qui viendra par la suite, sur lequel on mettra de la chair. Là. Exactement. Alors, peut-être que tout ce que moi je désire, ce n'est pas dans le projet de loi, mais plutôt dans les règlements qui vont en découler, mais d'avoir un cadre très strict pour que le consommateur, lorsqu'il est assis devant quelqu'un, il sait pertinemment qu'il peut aller à un échelon supérieur au niveau de conseil. Alors, de bien de détailler, plusieurs personnes croient qu'un planificateur financier, conseiller en placement, banquier privé, c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Alors ça, il faudrait bien le détailler. Ça va être quoi les incidences, justement, pour des professionnels comme vous? Oui. L'entrée en carrière est de plus en plus difficile. Ça demande beaucoup d'encadrement. Ce qui arrive, c'est que cette loi-là, est également un de mes deuxièmes souhaits. On parle vous allez voir, je ne suis pas très exigeant. Je trouve qu'on est dans une belle industrie, ça évolue très, très bien. Mais juste d'avoir un cadre beaucoup plus précis, beaucoup plus moins flou. Le problème actuellement, c'est que l'encadrement est déjà bien structuré, les lois sont là, mais l'intervenant comme moi, on n'a pas la ligne directrice pour s'y conformer. Ce qui fait que pour être certain d'avoir pour une offre de service et que mon cabinet a tout ce qu'il faut, je dois regarder les jugements qui ont été faits contre d'autres conseillers qui n'étaient pas conformes à cette loi-là. OK. Et malheureusement, j'ai croisé beaucoup de gens dans l'industrie qui étaient des conseillers hors pair, très intègres, mais qui se sont fait écoper, qui sont passés dans le tordeur, étant donné que c'était une mesure administrative. Vous savez que lorsqu'on est propriétaire d'un cabinet de services financiers, ce n'est pas juste de rencontrer des clients. On doit avoir une panoplie de documents et de conformité. Par exemple, ça nous prend un registre sur les plaintes. Alors, un rapport de plainte. Mais ce registre-là, on n'a jamais de plainte en 35 ans. Souvent, les gens, on n'a pas ce rapport-là. J'ai pas besoin. Mais on doit en avoir un à l'intérieur. Politique au niveau du blanchiment d'argent. Mais ce qui serait facile et ce qui serait intéressant, c'est de se faire proposer. De dire, voici la politique à utiliser. Mettez-la en place. Est-ce que c'est pas un peu ce qu'on va demander à l'Autorité des marchés financiers, dans le fond? C'est-à-dire de se donner un certain nombre d'outils que vont pouvoir utiliser les professionnels du secteur? Je l'espère. Okay. Je l'espère. Si je fais un parallèle, par exemple, avec la Chambre des notaires, ils ont un cadre très, très strict, mais ils fournissent à leurs praticiens, aux notaires, les outils nécessaires. Et s'il arrive quoi que ce soit, bien, ils ne pourront pas dire j'ai pas investi ou j'ai pas. Ils ont ce qu'il faut. Alors ça, là, ça serait un très grand souhait pour l'industrie de dire parfait, vous mettez les règlements, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Pour me conformer à mon cabinet, j'ai maintenant une directrice en conformité. On a un contrat avec une avocate qui est avec un plan de suivi mensuel et c'est quelqu'un qui est spécialisé dans l'industrie. Alors, à chaque fois qu'elle sort de la cour avec un conseiller qui n'était pas conforme, elle a cette information-là qu'elle peut nous fournir. Mais c'est la seule façon actuellement de pouvoir réellement être conforme. Est-ce que la loi vient rassurer davantage le consommateur? Est-ce que le consommateur, dans le fond, va être mieux protégé ou va être protégé autant qu'il l'était, mais ça va être d'une manière différente? C'est difficile d'être un consommateur en 2017. L'information pleut de partout. Et c'est très difficile de plancher, de dire est-ce que j'ai de bons produits financiers, est-ce que je me dirige de la bonne façon? Et malheureusement, il n'y a aucune loi qui va nous permettre d'encadrer à la perfection. Une loi, elle n'est pas là pour empêcher la fraude ou les contrevenants, elle est là pour les sanctionner une fois le méfait commis. On peut rouler à 200 km/h sur l'autoroute. La loi, le code de la sécurité routière ne nous l'empêche pas. Par contre, elle a encadré la pénalité si on le fait. Ce qui fait que la meilleure façon de se protéger, c'est de se protéger soi-même. La seule personne qui peut vraiment protéger un consommateur, c'est lui-même. C'est dans vos agissements et c'est dans la façon d'avancer et de se questionner dans l'industrie. D'arriver dans un cadre qui est très strict et qui prône vers le consommateur à dire, grâce à nous, vous êtes protégé. Consommer les yeux fermés et aveuglément, ce n'est pas un beau signal à envoyer. Donc, d'une certaine manière, le consommateur doit s'informer, doit s'occuper de ses propres affaires, parce que de toute façon, la loi vient simplement établir un certain nombre de règles, mais ça ne remplace pas le jugement. Absolument.
Absolument. Il y a, bon, au niveau de l'accessibilité pour le fonds d'indemnisation, il est meilleur, mais pour être indemnisé, il faut être une victime. Alors, ça n'empêchera pas les victimes. Peut-être que l'indemnisation sera beaucoup plus facile, mais cette amertume-là, c'est pas drôle là, d'être victime d'un problème financier. Il ne faut pas non plus avoir en tête que lorsqu'on est victime d'un contrevenant dans l'industrie, c'est Vincent Lacroix. C'est des cas qui sont isolés. Par contre, des produits qui sont mal ciblés, des produits qui sont mal conseillés, ou qu'on se retrouve finalement avec des pertes de garantie ou des coûts astronomiques, c'est énormément à ce point-là que les plaintes sont posées. Mais si un projet de loi comme celui-là vient donner davantage de responsabilités à l'autorité des marchés financiers, moi, comme consommateur, est-ce que mes recours sont facilités ou est-ce que ça demeure relativement comme c'était auparavant? C'est très dur pour moi de répondre, je le souhaite. C'était facile. Vous savez qu'il y a une présomption de responsabilité envers, à l'égard des conseillers lorsqu'il y a une plainte qui est déposée au niveau de la Chambre de la sécurité financière. Alors le syndic enquête lorsqu'il y a une plainte et ils font un très bon travail. Ça, pour le consommateur, j'ai absolument rien à dire. Ce que je trouve actuellement, et il y a un petit débat qui, je trouve que ça fait juste un voile devant le projet de loi. Un sideshow, comme on dit, là? Oui, entre l'abolition de la Chambre, la Chambre de l'assurance de dommages, la Chambre de la sécurité financière. Ce qui est très important de savoir, c'est que ce n'est pas une abolition, mais plutôt une migration des pouvoirs. C'est ça, parce que dans le fond, l'autorité va assumer les mêmes responsabilités. Oui. Ça va être à un seul endroit. Exact. Et j'ose espérer qu'ils vont garder l'expertise qui a été créée pendant toutes ces années dans les chambres. Le travail était très bien fait et je doute que l'AMF ait la main-d'œuvre nécessaire pour l'appliquer. Sinon, il y a beaucoup de monde qui se tourne les pouces. David, je voudrais revenir sur un aspect en particulier. On parle évidemment de la protection du consommateur, on parle du rôle du conseiller financier. Mais moi, à l'heure actuelle, si je vais sur Internet, là, il existe des robots financiers, puis je peux acheter des produits par Internet sans conseiller financier. Est-ce que la loi va élargir cette possibilité-là ou elle vient davantage l'encadrer? Très, très bonne question et c'est pas mal le sujet de l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement, en ouvrant cette possibilité-là à la vente sans représentant, à la vente par Internet, les conseillers robots, ils ne sont pas en train de vouloir favoriser les joueurs dans l'industrie, mais plutôt de répondre aux consommateurs. Si la vente par Internet est en essor et est de plus en plus présente dans notre consommation, c'est parce que le consommateur aime cette façon-là d'approcher. Alors oui, les gros joueurs de l'industrie, parce qu'on s'entend que pour avoir un robot conseiller, ça prend beaucoup de sous. Je ne peux pas m'en permettre un. Alors c'est sûr que ce parti-là vient en quelque sorte un peu menacer mon travail. Par contre, ce qui est très important de savoir, c'est que la consommation par Internet, c'est très beau d'acheter un bien qui est éphémère, de consommer. Les jeunes avaient beaucoup les hand spinners qui étaient très à la mode, des chargeurs pour les téléphones, des vêtements qui, une fois sur deux, n'auront pas la bonne taille. Ça, il n'y a aucun problème, allez-y. Mais un produit financier, une assurance, ce n'est pas un bien de consommation. C'est un bien qui est là pour protéger et de vous permettre de toujours pouvoir consommer, peu importe le sinistre qui nous arrive. Au niveau de l'assurance vie, par exemple, si on gagne 50 000 par année en 10 ans, nous aurons manipulé 500 000. Quelqu'un qui gagne 35 000 en fait, dollars par année va manipuler au net dans toute sa vie. Là, j'ai même pas mis d'inflation. Tout simplement 35 ans fois 30 000. En dollars constants, là. Dollars constants, 1 50 000. Alors, on croit tous que c'est un gros lot. On va à la poule aux œufs d'or pour gagner moins que ça. Mais finalement, nous sommes tous millionnaires sans le savoir. Alors, pourquoi confier ce plus gros actif-là à quelqu'un qui a été programmé, qui n'est pas capable de bien nous répondre, ou à une consommation qui est rapide par Internet? La loi permet cette distribution-là, mais encore là, je réitère en disant que le consommateur, c'est le seul qui peut se protéger et le seul qui, dans ses habitudes de consommation, pourra faire en sorte de ne pas tomber dans un trou. Il ne faut pas croire qu'une loi, parce que l'Internet, les logiciels, le machine learning évolue beaucoup plus vite que l'homme maintenant, en 2017. Alors, les lois, on voit le processus pour adopter une loi. Il n'y a aucune loi qui sera capable de suivre l'évolution de l'informatique. Est-ce qu'il va y avoir des gagnants et des perdants au final? Sur le point du robot conseiller, sur le point de la vente par Internet, c'est certain que les gros joueurs de l'industrie sont gagnants, étant donné leurs tentacules qui sont partout dans l'industrie, leurs gros moyens financiers, leurs capacités. Mais ce n'est pas nouveau sous le soleil que les moyens
En finance, là, money talks, plus tu as de l'argent qu'on a de moyens, plus on peut prospérer. Et c'est une industrie qui s'est modelée avec le temps quand même à 2 vitesses. Et c'est également un de mes souhaits. J'avais parlé du souhait d'avoir des titres qui sont uniformes, que ce soit beaucoup plus facile pour le consommateur, de se faire fournir l'encadrement nécessaire avec les documents et la façon de la mettre en place, mais également d'avoir un univers qui sera juste et équitable pour tout le monde. Actuellement, conseiller en sécurité financière, ça c'est le titre qui nous est attribué lorsqu'on peut distribuer des produits d'assurance de personnes et des fonds du sang. Alors, assurance vie, invalidité, maladie grave, soins longue durée. Il nous est interdit dans la loi de donner un rabais sur une prime d'assurance à un consommateur. Ce qui fait que, tout simplement avec une carte cadeau, tout ce qui aura apparence de donner un rabais sur une prime, c'est proscrit dans la loi. De l'autre côté, je nommerai pas d'institution, mais c'est très fréquent de rencontrer des gens qui se font offrir, pendant 1 an de temps, une assurance vie, une assurance maladie grave, sans payer de prime. Est-ce que ça, c'est un rabais sur une prime? Je trouve que oui. Alors ça, c'est un niveau qui est à 2 vitesses. Si on veut l'interdire pour quelqu'un, interdisons-le pour tous. Et je ne suis pas en train de dire que les institutions qui l'ont fait et qui donnent ces produits-là sont des contrevenants à la loi. Ils utilisent peut-être une largesse d'esprit au niveau des législateurs ou un flou également, mais ils sont très stricts dans ce cadre-là. Il y a une certaine tolérance. Oui, exact. Merci de me souffler les mots. Cette tolérance-là. Et c'est très dur pour le législateur d'arriver à trancher, étant donné que pourquoi on a des lois, c'est qu'il y a eu de l'abus. Dans un monde où tout le monde serait honnête, ça serait très facile de faire. Et oui, dans le passé, des gens viens, je vais te faire une assurance vie, je te paye les 6 premières primes, il n'y aura pas de problème, on fait une commission. Et il y a eu beaucoup trop d'abus dans ces niveaux-là. Et c'est pour ça que le législateur a l'air un peu irrationnel en voulant trancher, mais il n'y a pas le choix. Ça va être très exigeant, évidemment, pour tout le monde de se conformer à cette nouvelle réalité, mais probablement que les règlements vont aider à mieux définir cette nouvelle réalité. Absolument. Et heureusement, j'ai encore beaucoup de temps dans ma carrière pour voir le fruit de ce projet-là. Parfait. Merci beaucoup, David Blondeau. Merci, Michel.